Après moi, dans 5 secondes, on est live. Bonjour à vous tous. J'aimerais savoir si vous m'entendez bien et me voyez bien. Ici Justin Larochelle, fondateur d'ImoFacile.ca. On est avec vous à chaque matin à 8 heures. Fait que j'ai juste besoin de voir si vous m'entendez bien. On essaye une nouvelle plateforme ce matin pour être capable de bien fonctionner. Bouge pas, je n'ai pas de nouvelles à date. On a la chance aujourd'hui d'être avec M. Heinz Brouillette de la Corpic. Bonjour Heinz, ça va bien? Bonjour Ghislain, ça va bien, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? On va parler de location, on va parler de locataires aussi. On va parler de tout ce qui a rapport avec l'immobilier, surtout le déménagement qui s'en vient sous peu. Demain matin, je réponds à vos questions, fait que je suis live. On a eu beaucoup de questions qui sont rentrées sur Messenger, sur Facebook, sur LinkedIn. J'ai rassemblé toutes ces questions-là et je suis avec vous demain matin pour répondre aux questions. Vendredi matin, 8 heures, je suis avec une personne spécialisée en location-achat. On va vous parler comment que la location-achat fonctionne. Et samedi, j'ai toute une surprise pour vous. Je me déplace live dans un flip et on va aller visiter un flip de maison live avec la personne qui le fait, qui est un de mes coachs. Fait qu'on est avec vous jusqu'à jeudi matin aussi. Fait que bougez pas, je ne réussis pas à voir. Donnez-moi 30 secondes. J'ai un petit défi ici. Je ne réussis pas à voir les questions. Ça devrait arriver dans pas longtemps. Fait qu'aujourd'hui, excellent. Bon, on est là. Fait qu'aujourd'hui, on jase location. Mais en premier, Heinz, peux-tu me dire qui tu es, puis d'où tu viens exactement? Puis après ça, on va parler de la Corpic. Qu'est-ce que la Corpic fait pour nous autres? Bon, alors, Hans Brouillette est directeur des affaires publiques de la Corpic. Je me suis joint donc à la Corpic il y a 15 ans bientôt. Alors, ça fait effectivement très longtemps. J'ai une formation en journalisme. Mon idée était de pouvoir défendre des causes et pouvoir rédiger et expliquer des situations. Et malheureusement, dans les années 90, il n'y avait pas beaucoup d'embauches de journalistes. Il faut dire que le métier a beaucoup changé depuis. Alors, je me suis tourné vers les relations publiques et effectivement, je peux faire du journalisme en rédigeant des textes, en faisant des entrevues, bien sûr, et en défendant des causes, bien entendu, des causes touchant le domaine immobilier locatif résidentiel. Donc, ça répond à toutes mes attentes. Et aujourd'hui, je vous dirais que j'ai probablement choisi le bon domaine parce que quand on voit les difficultés qu'a le journalisme, disons que le choix a été le bon. Excellent. Puis est-ce que tu as travaillé comme journaliste au début quand tu es parti ou J'ai brièvement travaillé dans un hebdo sur la rive sud de Montréal, mais écoutez, rapidement, je me suis aperçu là, que c'était des conditions assez précaires et difficiles. Donc, j'ai eu l'opportunité de travailler pendant 9 ans pour l'Association des restaurateurs du Québec. OK, oui. Et donc, depuis 15 ans pour l'immobilier. Donc, quelqu'un d'assez stable dans ses emplois, mais qui aime évidemment progresser dans toutes les facettes de l'emploi. Et je pense que l'immobilier, il y a tellement de facettes, il y a tellement de sujets sur lesquels on peut parler, on va expliquer, débattre. On ne s'ennuie pas, c'est certain. Hey, je suis rendu depuis le début du COVID à ma 55e entrevue. Fait que tu as raison de dire quand on est capable de jaser sur plein de sujets, c'est très, très vrai. Oui. Puis, parle-nous donc de la Corpic un petit peu. Fait que c'est quoi le but de la Corpic? C'est de représenter qui et de faire quoi exactement? Un peu la mission de la Corpic. Oui, la Corpic a été fondée en même temps que la Régie du logement en 1980. Ce n'était pas un hasard parce qu'on avait des revendications, on avait des craintes également face à la création de la Régie, qui était ni plus ni moins là, un organisme, un tribunal qui avait pour mission d'abord de défendre les locataires, en fait, représenter les droits des locataires. Je comprends que c'est un tribunal, donc on doit faire la part des choses. Il y a des causes qui sont pour les propriétaires et d'autres en faveur des locataires, sauf qu'au départ, on comprend bien là, que c'était pour défendre les locataires essentiellement.
Ouais. Alors, la Corpic s'est opposée à la création de la régie, ce qui est plus le cas du tout aujourd'hui. Là, on a besoin de cette régie du logement. Et bien sûr, pour adhérer des membres, pour avoir une certaine force, la Corpic a élaboré différents services qui sont toujours en place aujourd'hui. Bien sûr, beaucoup d'autres ont été ajoutés. Donc, des services qui font en sorte que les propriétaires ont tout intérêt à adhérer afin de bénéficier de ces services, bénéficier de rabais également. Et la mission n'a pas changé de aussi soutenir les causes qu'on défend. Alors, les services, quels sont-ils? Bien sûr, on a des services conseils illimités aux membres, donc des conseils en gestion immobilière qui touchent tous les aspects. Là. Vous n'avez pas à attendre en ligne pour avoir une information de la Régie du logement. Nous, on l'a. Et je vous dirais même des fois de l'information un peu plus pointue parce qu'on est au fait de ce qui se passe en termes de jurisprudence et on a des positions qui reflètent les intérêts des propriétaires. Juste, Voilà. je suis membre de la Corpic et il y a à peu près un mois et demi, quand le COVID est parti, j'ai un locataire dans la région de Québec qui a décidé qu'il déménageait à Montréal. Mais lui, il a tout laissé son stock dans le logement. Fait que là, je fais quoi avec le stock? Puis dans 3 semaines, j'ai un autre locataire qui vient. Puis là, il utilisait la COVID pour ne pas aller vider son stock. Fait que finalement, avec les conseils que j'ai eus à Corpic, on a trouvé une façon de s'entendre avec le locataire et il a sorti et l'autre locataire a réussi à rentrer. C'est que des fois, juste le fait de parler à quelqu'un de la Corpic, ah oui, c'est vrai, ah oui, j'avais oublié ça. Puis là, la femme nous donne plusieurs. C'est une dame, Nathalie, que je connais, ça fait des années qu'elle est là avec vous autres. Et elle réussit à me conseiller sur le COVID. Fait que vous devez avoir des téléphones de ce temps-ci, ça doit être incroyable. Ben, c'est des dizaines de milliers d'appels par année, mais il faut comprendre une chose, c'est que jamais dans l'expérience professionnelle d'un propriétaire, il ne pourra vivre toutes les situations. Par contre, avec 25 000 propriétaires, copropriétaires et gestionnaires, nous recevons toutes les situations. Donc, si quelqu'un vit une situation, c'est évident qu'on a la réponse, on a l'expérience de d'autres. Donc, on fait bénéficier à un membre qui nous contacte l'expérience du groupe, de l'ensemble. Donc, qu'est-ce qui est arrivé dans telle situation? Comment il s'en est sorti? C'est quoi les risques? C'est quoi les avantages d'agir de telle ou telle manière? Donc, on fait bénéficier à tout le monde de cette expérience-là. Mais c'est impossible. On ne peut pas avoir, même en 40 ans, un propriétaire ne peut pas avoir tout vu, tout vécu. Par contre, avec 25 000 propriétaires, oui, c'est sûr que toutes les situations existent. Mais il y a aussi d'autres services, bien sûr, très importants qui sont offerts à la Corpic. On a tout le service des enquêtes de prélocation. Et attention, là, c'est pas comme des enquêtes qu'on peut trouver ailleurs dans d'autres firmes, là, où c'est fait un peu plus rapidement en tournant les coins ronds. La Corpic, on fait vraiment des enquêtes approfondies. On a d'ailleurs le meilleur système de vérification de dossiers de crédit. Ça s'appelle Proprio Enquête. Ça peut être fait à distance, instantanément. On peut demander des vérifications d'emploi, vérifications d'antécédents de location. On fait les vérifications aussi pour s'assurer que le propriétaire qu'on contacte, c'est pas juste un ami du candidat. Donc, pour moins de 50 $, vous avez l'enquête la plus complète. On a un service d'affichage de logement et même une plateforme de location, qu'on peut dire. Là, c'est Kangaloo qui connaît un vif succès. Là, on chauffe Kijiji en période de pointe. Et donc c'est en progression là, depuis 5 ans. C'est un site, visitez-le, c'est vraiment bien fait. On a Proprio Marché également, qui peut, par exemple, permettre aux propriétaires de nettoyer une photo. Si vous avez des annonces à mettre sur Internet, mais que malheureusement, il y a beaucoup de choses dans le logement parce que le locataire l'habite, il est possible de faire le nettoyage virtuel et d'avoir oui, de tout, d'avoir une belle photo qui va être attrayante. Plusieurs autres services également sont offerts par la Corpic. Il y a un service que je me sers beaucoup, c'est que quand tu es membre de la Corpic, tu as des rabais au RONA. C'est que quand vous faites des rénovations dans vos logements, allez vous chercher une carte, surtout si c'est un RONA qui n'est pas loin de vous. Vous avez des gros avantages quand vous achetez des biens de quincaillerie à l'intérieur. Oui, Rona, Renault Dépôt, Bétonnel, la peinture, également, location d'outils simplex. On pourrait tous les nommer, il y en a beaucoup, mais effectivement, le fait d'être membre d'une association comme la Corpic, ça crée un pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat-là se traduit par des économies substantielles qui, dans bien des cas, vont même permettre de payer
la cotisation annuelle qui est déductible d'impôt en passant. Donc, et tout ça, ben oui, ce sont des services qui permettent de garder les membres, d'attirer des membres et de pouvoir, bien sûr, augmenter leur efficacité, leur performance et leur gestion immobilière, ce qui se traduit en rentabilité. Mais aussi, vous l'aurez compris, la Corpic défend les intérêts des propriétaires. Donc, une partie des revenus, et d'ailleurs, on vient de créer le fonds de défense des propriétaires. C'est la deuxième année. Oui. Ce fonds-là ne sert qu'exclusivement qu'à financer des causes, des batailles, que ce soit politiques, médiatiques, parce qu'on fait aussi des interventions dans les médias là, ciblées, et également, bien sûr, des causes devant les tribunaux. Et on est capable de gagner des causes, on l'a vu au cours de la dernière année en particulier, donc des interventions devant les tribunaux qui permettent de préserver les droits des propriétaires ou même de les faire progresser. Et on aura des bonnes nouvelles d'ici la fin de l'année. Il y a plusieurs causes qui s'en viennent d'ailleurs. Donc voilà, la Corpic au service des propriétaires, c'est un organisme à but non lucratif. Donc tout est réinvesti en service et en défense des intérêts des propriétaires, d'où l'importance de soutenir une association comme la Corpic. On a plusieurs personnes qui sont avec nous autres ce matin, dont entre autres Paula, Samuel, Shérif Tanios, qui vient souvent nous voir, Manon. Et on a Nadia Roy qui nous dit « La Corpic a reçu de merveilleux... j'ai toujours reçu de merveilleux conseils avec la Corpic depuis maintenant 8 ans. » Christian qui est avec nous autres, Nico, Sophie. Mana qui nous pose une question. Est-ce que la Corpic peut donner des avis juridiques ou il faut passer avec un avocat? Il faut parler avec un avocat, mais vous savez, souvent les personnes pensent qu'ils ont absolument besoin d'un avis juridique, pas nécessairement. Il y a beaucoup d'informations qui proviennent des tribunaux par les jugements qui sont rendus. Et nous, la Corpic, on est à la fine pointe de cette information-là. Donc, avec nos conseillers en gestion, vous allez pouvoir répondre à la quasi-totalité des questions que vous avez. Maintenant, si vous voulez avoir un avis juridique parce que vous êtes dans une situation particulière, donc un avis qui est propre à votre situation, alors oui, à ce moment-là, préférable d'avoir un avocat si vous avez une démarche à faire aussi devant les tribunaux ou autre. Mais je vous dirais que pour l'essentiel des questions, puis je vous dirais même, faites attention parce qu'il y a des avocats qui sont supposément spécialistes en droit locatif, mais ils n'ont pas l'expérience de la Corpic non plus. On a vraiment, vraiment énormément d'expérience et d'informations sur tout ce qui se passe. Puis dans certains cas aussi, je vous dirais même que nos conseils de gestion vont plus loin, c'est-à-dire qu'on est capable de donner de l'information en fonction de situations qui n'ont pas encore été débattues devant les tribunaux. Et si effectivement, il s'avérait que le propriétaire était contrecarré par le locataire dans telle ou telle situation, mais la Corpic, c'est même déjà arrivé qu'on amène des causes devant les tribunaux en disant ça, c'est des droits. Je vous donne un exemple très simple. Récemment, la Commission des droits de la personne déclarait qu'il était interdit de faire systématiquement des enquêtes de crédit. Bien, écoutez, ça n'a aucun bon sens. Bien sûr, on a défendu ça, mais si les gens se mettent à appeler à la Régie du logement ou à la Commission des droits de la personne ou à la Commission d'accès à l'information, ils n'auront pas nécessairement la bonne information. Appelez la Corpic, vous allez voir que le conseiller en gestion répond à pratiquement tout. Excellent. On a une première question qui est rentrée de Marc Gaulin. Croyez-vous qu'un jour, un règlement permettra de demander un dépôt de sécurité comme on peut le faire avec le commercial? Ma réponse va être très courte. Surveillez bien ce qui va se passer d'ici la fin de l'année 2020. Vous allez être très surpris et très heureux. Excellent. Parce que vous avez, je sais que ça fait depuis des années même, Hans, que tu travailles avec l'équipe pour être capable de convaincre le gouvernement de ce sens-là. Je crois que vous avez eu une pétition l'an dernier que j'ai même aidé à faire avancer. Fait que j'ai hâte de voir ça. Donne pas de nouvelles, mais on pense que c'est des bonnes nouvelles. J'aimerais ça que tu nous parles du déménagement du 1er juillet. On est le 13 mai aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que tu vois en avant de toi pour le 1er juillet? Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que la période de déménagement, là, fin juin, début juillet, est vraiment tributaire du taux de roulement ou de rotation des locataires dans les logements. Donc, quand le taux d'inoccupation est plus faible, et on l'a vu là, depuis 2 ou 3 ans, des taux d'inoccupation plus faibles,
incite beaucoup de locataires, beaucoup plus de locataires à renouveler leur bail et à ne pas annoncer aux propriétaires qu'ils quittent de peur de ne pas se retrouver un nouveau logement. Donc, avec un taux d'inoccupation qui est plus faible, moins de locataires bougent et la période de déménagement est plus tranquille. Mais il y a quand même 15 environ de locataires là, qui vont changer d'adresse. C'est pas rien. Là, évidemment, la grande particularité, c'est qu'en période de crise sanitaire, comment tout ça va se dérouler. Nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu vraiment là, une chute drastique des visites de logement et des signatures de nouveaux baux à une période cruciale qui est la fin mars et le mois d'avril. Alors, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un certain rattrapage en ce moment, donc en mai, pour faire ces visites, louer ces logements. Est-ce qu'on va arriver au 1er juillet? Bien sûr, on va y arriver et il y aura des déménagements. Est-ce qu'il y aura il y a des inquiétudes sur la capacité des locataires de quitter à temps? Oui, il y a des inquiétudes. Par contre, le gouvernement a annoncé aussi un programme qui peut aller jusqu'à 2 000 par mois, plus les frais d'entreposage, si une personne ne pouvait pas emménager dans son logement ou sa nouvelle maison ou peu importe, en raison de la COVID-19. Alors là, on a compris là, qu'avec la paralysie de la Régie du logement, les expulsions sont aussi impossibles. Oui, c'est ça. Il ne faut pas avoir de jugement, puis si vous en avez un, vous ne pouvez pas non plus l'exécuter. Pour le moment, on pense que ça pourrait être rétabli d'ici juillet, donc ça devient important d'avoir cette information-là concernant le programme pour aider les gens qui ne pourraient pas emménager. L'autre question, c'est la question de la distanciation. Hein. Ça devient difficile de déménager à moins d'être à distance. On peut déménager un sofa 3 places de 2 personnes à 2 mètres, mais déménager le fauteuil, les 2 personnes vont avoir le nez sur le nez. Là. Ouais, donc, oui, il va falloir prendre des précautions. Les services de déménageurs ont toujours été considérés comme essentiels. Donc, oui, il y aura des précautions à prendre. On comprend qu'il y a des gens aussi, peut-être, n'ont pas fait de visite de logement. Ils sont en retard en vue du déménagement du 1er juillet, alors qu'ils n'ont pas renouvelé leur bail. Donc, c'est important de s'assurer auprès d'eux qu'ils vont bien valider. Mais on ne s'attend pas à un cauchemar non plus. Là. Okay. Oui, il va y avoir des ajustements, mais la date du 1er juillet est maintenue. J'ai le 16 mars, la journée que la Régie du logement a fermé. À 8h30, j'avais une audition avec un régisseur pour non-paiement de loyer. Je me déplace là, arrive à 8h30, le gardien de sécurité dit « On vient de fermer ». Il dit « On ne sait pas quand on va rouvrir ». Et que les locataires étaient contents, hein? Oui, il y en a qui profitent de la situation. Il y en a même qui n'ont pas perdu leur revenu. Là. Ils reçoivent des prestations d'aide sociale ou encore de rente d'invalidité ou autre. Donc, il y a toutes sortes de situations, mais il y a assurément des gens qui profitent de la situation. La Régie, on ne sait toujours pas quand elle reprendra ses activités. Pour ceux qui ont des demandes, vous pouvez les déposer en ligne, mais effectivement, il n'y a pas d'audience, à moins que ce soit des cas graves, d'urgence, et le non-paiement de loyer n'en fait pas partie. Alors, l'inquiétude, c'est combien de mois comme ça on va perdre, parce que même si vous avez un jugement qui est rendu dans un mois, par exemple en juin, ça ne veut pas dire que vous allez récupérer votre argent. Alors, on est pris avec ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand la Régie va reprendre ses activités? C'est préoccupant aussi. On sait qu'il y a beaucoup de monde dans les salles d'attente. Il va en avoir, normalement, il devrait y en avoir plus parce qu'il y a beaucoup de gens attendent la reprise des activités de la Régie pour introduire des demandes et donc être entendus. Alors, est-ce que la Régie va instaurer de façon plus étendue là, la visioconférence, les audiences à distance? Oui, c'est ce qu'on souhaite. Par contre, on lui a même adressé cette demande-là. Par contre, l'inquiétude est aussi du fait que souvent le défendeur, pas souvent, mais la majorité des fois, le défendeur ne se présente même pas à l'audience physique. Ah oui. Alors, imaginez s'il a envie de se présenter dans une audience en visioconférence. Lui, il veut tout simplement gagner le plus de temps possible. Donc, c'est un énorme problème. On sait qu'il y a de l'aide financière du gouvernement fédéral avec la prestation canadienne d'urgence. Il y a maintenant aussi un programme qui va être mis en place d'ici la fin du mois par le gouvernement du Québec pour offrir un prêt sans intérêt de 1 500 $ aux locataires qui ne peuvent pas payer et qui ont une perte de revenus d'emploi. Mais encore une fois, dans les deux cas, il faut que le locataire fasse une démarche. Donc, il n'y a pas de garantie que le propriétaire sera payé. Mais à tout le moins, il faut rappeler que le locataire va avoir un dossier judiciaire
Et ça, ben, c'est à éviter parce que ça va le suivre toute sa vie. Donc, mieux vaut payer et trouver une entente. Mais effectivement, la régie est paralysée. Il y a beaucoup d'inquiétudes liées à ça. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est en visioconférence, l'autre personne ne peut pas. La moitié, je pense que dans les cas de non-paiement que j'ai eu au cours de mes 22 années d'expérience, je pense que j'en ai eu un qui s'est présenté à un moment donné, puis c'est à peu près tout. Les autres ne se présentent pas. Qu'est-ce que c'est? Et ils ne peuvent pas rien faire, la régie. Ou ils vont dire, tu ne te présentes pas, ben, c'est comme si tu étais là, puis just too bad, mais je ne pense pas qu'ils vont se rendre là. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, évidemment, quand la personne est absente à son procès, elle va perdre par défaut. Sauf que ce qui se passe, c'est que le locataire, parce qu'on doit le dire, la majorité des cas, ce sont des locataires qui n'ont pas payé leur loyer, ne se Oui. présentent pas à l'audience, la décision est rendue contre le locataire. Malheureusement, beaucoup vont déposer une demande de rétractation de jugement. Ils vont dire, ben, j'ai pas pu me présenter ou j'ai pas pu me connecter, peut-être éventuellement. Ils vont trouver toutes sortes de raisons. Ça justifie pas le non-paiement. Ça justifie Ah non, c'est ça. peut-être Mais, au mieux l'absence. Alors, les demandes de rétractation font en sorte que le jugement est suspendu, donc il n'y a pas d'expulsion, jusqu'à ce qu'une nouvelle audience soit tenue. Et c'est pour ça qu'on demande, nous, un dépôt de garantie. C'est d'avoir un coussin parce que tous les processus judiciaires, lorsqu'ils s'allongent, ils augmentent le préjudice du propriétaire. La majorité ben du oui. préjudice, là, elle ne vient pas du locataire, elle vient de la régie elle-même. C'est du locataire, oui, là, mais ce que j'entends par là, c'est que c'est la régie qui augmente le préjudice. Au départ, on a un mois de loyer impayé, mais ça se transforme en 2 mois, 3 mois, 4 mois, parce Oui. qu'il y a des délais légaux, mais aussi parce qu'il y a des délais administratifs à la régie. D'où l'importance d'avoir ce fameux dépôt de garantie. Par contre, la loi 16 a été adoptée plus tôt cette année. C'est une loi qui réforme les processus administratifs de la régie du logement. Et notamment dans cette loi-là, il y a une disposition disant que la personne qui était absente à son procès, alors qu'elle avait été dûment notifiée de cette. Oui. Oui. Bon, si elle n'a pas fourni sa nouvelle adresse, parce que souvent c'est ça qui arrive, hein, le locataire disparaît dans la brume, on ne sait pas où il habite, et la régie non plus. Donc, l'avis de convocation est envoyé à l'ancienne adresse alors qu'il vit ailleurs. Si Oui. la personne n'a pas fourni sa nouvelle adresse, elle ne pourra plus demander une rétractation de Ah, jugement. yes! Ça, Donc, c'est bon. ça va fermer des portes à des gens qui abusent du système. Excellent. Hey, on a Céline Trudel qui nous dit, je conseille à tous mes clients qui achètent des immeubles à revenus de s'inscrire à la Corpic, même pour les propriétaires occupants. Je suis courtier, j'ai un triplex et ils sont d'une très grande aide. Danny Paquin qui dit, hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient avec le dépôt de garantie. On a une question peut-être que Olivier qui demande, c'est quoi la différence entre la Corpic et l'APQ, ces deux associations de propriétaires? Oui, la Corpic a été fondée un peu avant. L'APQ est une plus petite association, mais en fait, quand on dit association, il faut faire attention. D'abord, c'est une entreprise à but lucratif dont l'actionnaire principal est un avocat. Nous, on n'est pas là pour profiter du malheur des propriétaires. C'est-à-dire que si les propriétaires sont pris dans des situations et qu'ils ont besoin d'aide, on n'est pas là pour dire, ben nous, on va vous fournir des services juridiques en vous chargeant des honoraires, en allant plaider vos causes à la régie du logement. On veut éviter en amont des problèmes. Alors, c'est évident que la Corpic. Fait que vous êtes indépendant de votre Ben, côté. d'abord, on est à but non lucratif. L'argent provient des cotisations des membres ne sert qu'à être retourné en service aux membres. Donc, il n'y a pas de profit qui est Excellent. fait. Et on est une véritable association au sens où c'est pas là, une entreprise avec un actionnaire. Donc, la Corpic appartient à ses membres. La Corpic appartient aux propriétaires de logements et ce sont des propriétaires et avec un conseil d'administration de propriétaires, membres de la Corpic, qu'elle prend les décisions et ses orientations. Donc, c'est Excellent. deux choses complètement différentes. On a M. Pierre Papillon de Québec. Salut Pierre, qui est prêteur privé dans Capital Transit dans le coin de Québec. Merci à la COPIC d'avoir toujours été le chien de garde des proprios. S'il fallait que vous ne soyez pas là, ça ne serait pas drôle. Merci Pierre. Maintenant, qu'arrive-t-il le 1er juillet? Est-ce que les proprios qui ont eu une décision de reprise pourront évincer le locataire? Tout est suspendu pour le moment. Pensez-vous que ça changera d'ici le 1er juillet?
Ben, écoutez, c'est sûr que d'ici le 1er juillet, dans les faits, non. C'est-à-dire que si une audience devait avoir lieu rapidement, là, en supposant que la régie reprenne ses activités, qu'il y a donc autorisation de reprendre le logement, ça ne sera pas le 1er juillet. Les régisseurs vont donner un délai ou extensionner le délai pour que le locataire quitte et que le propriétaire qui a le droit de reprendre le logement, il y a des circonstances, bien sûr, puisse emménager dans son logement. Mais tout est reporté. Alors, c'est certain que ceux qui s'imaginaient pouvoir entrer dans un logement le 1er juillet risquent d'être déçus, à moins qu'ils aient déjà eu leur décision auparavant. Oui, là, c'est possible, mais pour toutes les décisions qui étaient, ou les audiences même qui étaient en attente, on va oublier ça pour le 1er juillet, à moins que le locataire collabore, je serais très surpris. Hey, si vous aimez, qu'est-ce qu'on fait chaque matin? Allez donc cliquer sur J'aime Imo Facile pour que vous ayez les entrevues dans votre fil d'actualité et envoyez donc des cœurs à Heinz à matin, des pouces. Je vois plein de cœurs arriver, Heinz, pour toi. Merci d'être là chaque matin avec moi. Prochaine question de Christian Lemelin. Peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi le programme du 2000 $? Je n'ai pas très bien compris. Oui, bien, il ne faut pas confondre parce qu'il y a comme deux programmes de 2000 $. Vous connaissez probablement la prestation canadienne d'urgence qui est fournie par le gouvernement fédéral pour ceux qui ont subi une perte de revenus, d'emploi. Mais l'autre 2000 $, dans le fond, c'est que le gouvernement du Québec a annoncé, il y a une dizaine de jours, a annoncé un programme visant à aider à reloger temporairement des gens qui ne pourraient pas, en raison de la COVID-19, donc de la crise de la COVID-19, emménager dans leur prochain logement. Bon, il y a différentes situations. On pense tout de suite là, à tous ceux qui devaient emménager ou doivent emménager dans une unité nouvellement construite. Hein, la construction a été paralysée pendant plus d'un mois. Oui, les chantiers sont en retard et il n'est pas certain que des condos, des maisons ou même des logements neufs soient prêts à temps. Ça peut être aussi des locataires qui ne peuvent pas emménager dans leur logement parce qu'il y a un locataire en confinement présentement pour X raisons, ou même parce que la régie du logement ne peut pas ordonner l'expulsion, ne peut pas entendre les causes et que l'urgence sanitaire empêche toute expulsion. Donc, le locataire ne peut pas entrer dans son logement parce que le locataire qui occupe les lieux ne veut pas quitter à la date prévue, par exemple le 1er juin. Alors, ces situations sont liées directement à la COVID-19, ce qui veut dire que la personne, que ce soit un locataire ou un propriétaire qui doit aménager à une autre adresse, peut demander 2000 $ par mois pour donc temporairement subvenir à ses besoins. Et à ça s'ajoute aussi 1000 $ pour l'entreposage de ses biens temporairement. Donc, ça permet d'éviter une crise du logement, appelons-le comme ça, où des gens ne peuvent pas emménager et se retrouvent en deux adresses. Là. Ça serait un cauchemar, évidemment, absolument à éviter. Donc, c'est très bienvenu, très apprécié. Excellent. On a O qui nous porte un commentaire qui dit « J'ai des immeubles en Mauricie et à Montréal. Je suis très bien servi par la Corpic depuis plus de 20 ans. » Merci, Heinz. J'ai Danny Paquin qui dit Mon père a un immeuble à Louisville et est membre de la Corpic depuis des années. Il a toujours été très bien servi. Il me recommande la Corpic fortement. Cool, c'est des beaux témoignages ce matin, hein? Oui, écoutez, on a des membres très fidèles. On a des membres qui sont là même depuis les débuts des années 80. Donc, ils doivent réaliser là, que leur contribution, leur rapport en expérience, en solidarité, porte fruit. Et on est très fiers de ces membres fidèles. Ouais. Cool. À chaque jour, à chaque entrevue, j'ai tout le temps une question. On va appeler ça la question qui décoiffe. OK? On veut te connaître un petit peu plus, Heinz. C'est beaucoup à la télévision, LCN, on te voit dans plusieurs réseaux, tu donnes des conférences partout, mais on n'a pas le petit côté personnel de Heinz. Peux-tu nous dire quelque chose sur toi que les gens ne savent pas? Pas que les études ou quelque chose. As-tu quelque chose que tu pourrais nous révéler sur toi que la Corpic ne sait pas, que moi je ne sais pas, que les gens ne savent pas? Ben, plus on remonte loin, moins de gens le savent. Okay. Quand j'étais vraiment tout jeune, là, on parle d'une dizaine d'années, je m'étais lancé dans le commerce. Alors, c'était le commerce de balles de golf usagées.
Donc, j'allais récupérer des balles de golf perdues sur les terrains de golf que je nettoyais et que je revendais. Et donc, je peux vous dire qu'à l'âge de 10 ans, je faisais plus d'argent que n'importe qui dans ma classe à l'école, là, grâce au commerce de balles de golf. Après, ça s'est gâté un peu parce que j'ai fait ça un peu trop longtemps et alors que d'autres travaillaient à temps plein dans des commerces de détail, je continue avec mes balles de golf. Et je dois dire, aujourd'hui, vous savez, les balles de golf usagées, là, aujourd'hui, se vendent le même prix, à peu près $1, qu'elles se vendaient il y a 35 ou 40 ans. Donc, vous voyez, l'immobilier a explosé, mais les balles de golf, c'était pas un domaine où il y avait un avenir parce que le gain potentiel était pas là à long terme. Alors, bien fait d'avoir choisi une autre carrière. Je pense que le commerce, c'était pas mon fort non plus. Puis est-ce que tu te promenais là les soirs, fin de semaine, pas les fins de semaine, la nuit pour pas que les propriétaires des terrains de golf te voient? Non, bien sûr, je ne mettais pas le pied sur les terrains privés. Moi, j'étais autour des terrains de golf. Ah, OK, OK. Fait que tu n'allais pas sur le terrain Non, directement. mais écoutez, moi, je dirais aujourd'hui, c'est un peu comme si je m'occupais de dépolluer les environnements, donc d'enlever Ah, les balles qui pouvaient traîner dans les champs, dans les forêts, dans les lacs. Alors, ah, voilà. c'était très bon. Ben, merci de partager. Peux-tu me donner un pouls des propriétaires présentement? Comment vous sentez les propriétaires? Est-ce qu'ils sont inquiets, les gens d'immeubles avec les immeubles à revenus? Comment vous voyez ça? Oui, ben écoutez, il y a beaucoup de situations parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui, bon, certains ont leur immeuble depuis très longtemps. Dans certains cas, l'immeuble est payé. Dans beaucoup de cas, il n'est pas payé, mais ils ont certaines équités. D'autres ont acheté plus récemment à des prix très, très élevés. Et donc, je vous dirais que l'inquiétude est différente d'un propriétaire à l'autre. Il y a quand même la moitié, plus ou moins la moitié des propriétaires là, qui ont une préoccupation par rapport à l'hypothèque. Oui, il y a la question du non-paiement de loyer présentement avec les pertes d'emploi, mais je pense qu'il faut aussi regarder à moyen long terme. Ce qui va avoir comme impact, c'est pas tant la crise actuelle, là, parce qu'il y a quand même de l'aide aussi des gouvernements, mais à moyen long terme, c'est sûr que la crise économique qui va se vivre va avoir un impact sur l'emploi. Et donc, qui dit difficulté pour l'emploi, veut dire beaucoup de difficultés aussi pour des locataires, surtout des jeunes, là, pas des retraités qui ont un revenu stable, mais beaucoup de jeunes, ça pourrait être très difficile, donc financièrement. Donc, impact sur la demande, sur la capacité de payer les loyers. Oui, il y a eu 14 de loyers qui étaient impayés au mois d'avril. OK. Ça a beaucoup diminué depuis. Il y a eu l'aide d'urgence qui est arrivée, donc beaucoup ont pu régulariser leur situation. Mais il y a aussi des propriétaires qui ont des revenus qui aujourd'hui sont menacés, des revenus d'emploi, donc beaucoup de travailleurs autonomes, des gens qui sont dans des secteurs, parce que la plupart des propriétaires ne vivent pas de l'immobilier, là. Donc, Oui, oui. ils ont un revenu et les revenus de loyer sont un revenu d'appoint, mais leur revenu lui-même est menacé dans bien des cas. On va voir comment va reprendre l'économie graduellement, mais c'est certain qu'il y a des inquiétudes et je pense que c'est légitime dans le cas des gens qui ont acheté plus récemment. C'est sûr qu'on peut entrevoir des difficultés. Pour ce qui est du paiement du loyer, je pense que à court terme, là, les choses sont en train de se résorber et non, il n'y aura pas Non, moi non plus. des non-paiements massifs comme on a pu l'appréhender au tout début. Hmm. As-tu une statistique qui dit combien de les propriétaires qui vivent d'immobilier comparé aux propriétaires qui sont à temps partiel là-dedans? Ça doit être très élevé, le temps partiel. Oui, bien écoutez, ça reflète aussi notre membership. 80 des propriétaires n'ont pas 10 logements. Là. Ils ont quelques logements, un OK. plex, peut-être deux. OK. Donc, ils ne vivent pas de ça. Et les revenus de loyer, je vous dirais même avec les prix payés depuis quelques années, Plus difficile. ben écoutez, on disait avant que les immeubles se payaient eux-mêmes. Euh, si on les laisse se payer eux-mêmes, on ne fait pas beaucoup de travaux de rénovation. Excusez-moi, je pense que les allergies vont commencer. C'est sûr que c'est un investissement. Aujourd'hui, quand on voit les prix, c'est un investissement à moyen long terme là, avant de pouvoir espérer une rentabilité. Exactement. Je parle d'une rentabilité annuelle là, parce que c'est sûr qu'à long terme, il y a une plus-value. Oui, À oui. court terme, C'est le cash c'est flow plus qu'on parle, risqué. la Ben, écoutez, liquidité, là, là. c'est la Revenu. liquidité.
C'est ça. Revenus moins dépenses, moins le financement va donner ta liquidité. On a une question de Philippe Mounier qui demande pourquoi continuer à vouloir déménager le 1er juillet avec un 3 mois de préavis pour quitter un logement? Ça pourrait être satisfaisant, non? Bonne question, Philippe. Ben, le 1er juillet, c'est un jeu de chaise musicale. Si tout le monde ne se lève pas en même temps, quand la musique commence, ça peut être un peu compliqué. C'est sûr que si on était dans un marché où il n'y a pas 10% des gens qui déménageaient, je vous dirais qu'il y aurait moins d'impact. Mais quand vous avez beaucoup de monde qui déménage, ben on veut, les gens qui déménagent veulent être sûrs qu'au moment où ils déménagent, il y a aussi beaucoup de logements qui soient disponibles à cette même date. Non, ça fait l'affaire quand même des propriétaires et des locataires que ce soit à cette date-là. Quoique, c'est très répandu tout au long de l'année aussi. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de locations qui se font à l'automne. Les étudiants bougent et si je comprends bien, il y a juste au Québec qu'on a la date de déménagement national du 1er juillet. Ben, elle est pas décrétée, cette date-là. Elle est adoptée parce que c'est commode. Hein? L'école est terminée, donc on peut déménager, les enfants, on est en vacances. Le 1er juillet, c'est toujours un jour de congé, pas pour moi, mais pas pour, ni pour les déménageurs, mais c'est toujours un jour de congé. Oui. C'est un premier du mois, on est en été. C'est très commode, je vous dirais, très commode et on ne voit pas de changement à l'horizon, quoique c'est vrai que ça s'est étalé maintenant tout au long de l'année. Il y en a un peu plus là, à d'autres dates. OK. On a José Gouindon qui demande si j'ai donné l'avis de reprise de logement dans les temps, soit avant le 31 décembre à ma locataire, est-ce qu'à cause de la COVID, elle pourrait me dire qu'elle a le droit de rester? Ben, c'est parce que donc j'ai compris qu'elle avait elle avait envoyé son avis. Si la locataire a accepté, elle devra quitter à la date prévue. Si la locataire a refusé ou si la locataire n'a pas répondu, à ce moment-là, le propriétaire doit s'adresser à la régie du logement pour obtenir une décision. Et c'est ça qui est le problème, c'est que si cette audience-là n'a pas eu lieu, vous n'aurez non seulement pas de décision à court terme, mais vous n'en aurez probablement même pas pour le 1er juillet. Donc, lorsqu'il y aura une audience et lorsqu'il y aura une décision, si vous respectez les critères, oui, le logement vous sera restitué. Par contre, ça ne sera pas pour le 1er juillet. Le juge pourrait très bien dire que ce sera le 1er septembre ou le 1er octobre. Donc, on va voir. C'est s'entendre avec la locataire le plus possible qui va faire que tout va bien se passer. Oui, bien sûr, beaucoup vont refuser ou beaucoup vont tout simplement pas répondre, ce qui oblige une audience. C'est pas souhaitable. Alors, mieux vaut s'entendre et offrir un montant, une compensation pour la personne qui doit déménager. Excellent. On a une question de Kevin Lavoie. Heinz, tu vois ça comment? Si un locataire qui ne paye pas présentement, est-ce que je devrais enregistrer en régie en ligne ou attendre que la régie recommence? Je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent. Nous, on recommande davantage, inscrivez-la tout de suite. D'abord, vous mettez de la pression sur le locataire. Je ne sais pas, là, ça peut être un locataire de bonne foi ou de mauvaise foi. S'il est de bonne foi, il dit, écoute, je n'ai juste pas reçu ma prestation canadienne d'urgence là, à court terme, mais je vais pouvoir te payer. Vous jugez, parce qu'il y a quand même des frais d'inscrire une cause à la régie. Mais à part les frais, il n'y a aucun inconvénient. Vous n'avez même pas à vous déplacer. Donc, vous inscrivez la demande. Et elle sera traitée dans l'ordre chronologique où la régie les recevra. Donc, je comprends qu'il y a des catégories de causes. Il y a des causes urgentes, des causes moins urgentes à la régie. Mais si on parle de non-paiement de loyer, les causes qui auront été enregistrées le plus tôt seront aussi celles qui seront entendues le plus tôt. Si votre locataire vous a payé entre-temps, bien, vous annulerez, il n'y a pas de problème. Si par contre, il ne vous a pas payé, vous ne voudrez pas regretter d'avoir attendu aussi longtemps pour inscrire votre cause et éventuellement pour être entendu. Puis qu'il y a 500 personnes en avant de toi parce que les autres l'ont fait en ligne, tu ne veux pas. Moi aussi, je recommande d'y aller directement. On a Moïse, si j'avise mon locataire 6 mois à l'avance de reprendre le logement pour des rénovations majeures, subdivision, devrais-je lui verser une compensation financière? Et Moïse ne veut pas rester dans le logement. Bon, là, il faut démêler les choses. Quand on parle d'une éviction, une éviction, le terme qui est utilisé dans le Code civil, c'est pour un agrandissement, une subdivision ou un changement d'affectation d'un logement. Alors ça s'appelle une éviction, mais ce n'est pas une rénovation pour permettre ensuite à quelqu'un d'autre de venir s'y installer
avec un loyer plus cher. Ça, ce serait une éviction déguisée, c'est illégal. Le locataire qui a un logement qui fait l'objet de rénovation a le droit d'y revenir après avoir été relocalisé temporairement. Donc, une éviction, effectivement, c'est un préavis de 6 mois, comme pour une reprise de logement pour s'y loger. Donc, une éviction pour agrandissement, subdivision ou changement d'affectation. La différence, c'est que dans le cas d'une éviction, proprement dit, et légale, dans le cas d'une éviction, le propriétaire a l'obligation de verser l'équivalent de 3 mois de loyer au locataire à titre de dédommagement, plus les frais de déménagement. Alors que dans une reprise de possession, généralement, il faut donner un montant qui représente les frais de déménagement et ça représente entre 2 à 3 mois de loyer là, selon ce que le juge va rendre comme décision. Mais écoutez, si vous avisez le locataire que vous l'évincez pour subdivision ou agrandissement, mais que dans les faits, vous le relouez plus cher à quelqu'un d'autre, vous êtes en contravention avec la loi, vous prenez un risque parce qu'il peut y avoir des dédommagements très importants. On a Mana qui nous demande pour les audiences qui ont eu, attends un petit peu, ça l'a monté, pour les audiences qui ont eu lieu, est-ce que les décisions sont également suspendues ou leur exécution? En fait, il faut être précis. La régie a rendu, en fait, les audiences à la régie n'ont pas lieu sur décision de la ministre de l'Habitation. Donc, les audiences sont suspendues, à moins que ce soit des cas d'urgence qui impliquent la sécurité. En ce qui a trait aux expulsions, et seulement les expulsions ne peuvent pas avoir lieu durant la crise, l'urgence sanitaire. Et ça, c'est renouvelé de semaine en semaine. À chaque semaine, la ministre de la Santé annonce si elle prolonge l'arrêté ministériel qui, notamment, il y a d'autres choses aussi dans d'autres domaines, mais notamment empêche toute expulsion. Okay. Sauf que de nous, ce qu'on comprend, c'est que les délais courts, là, donc ce ne sont que les expulsions qui sont suspendues. Si vous avez en main une ordonnance d'expulsion, dès que l'urgence sanitaire sera levée, vous allez pouvoir vous adresser à un huissier qui va remettre son préavis au locataire et l'expulsion aura lieu. Excellent. J'ai une question pour toi. Hier ou avant-hier, j'ai vu dans le journal de Montréal qu'il y a beaucoup de gens avec Airbnb à Montréal principalement, c'est un article de Montréal, qui convertissent leur appartement Airbnb en appartement loué moyen terme et long terme, plus de 31 jours. Est-ce que tu penses qu'il va y en avoir beaucoup des conversions comme ça ou si c'est des cas isolés? Il y a deux choses, en fait, importantes qui changent cette année, radicalement. D'abord, l'industrie touristique vient de s'effondrer. Là, hein? Il n'y aura pas de touristes qui vont venir de partout dans le monde pour visiter Montréal, Québec et les autres belles régions de la province. C'est évident. Donc, beaucoup de logements qui avaient des réservations longtemps d'avance parce qu'ils étaient affichés au fin d'hébergement touristique, notamment sur Airbnb, ne trouveront pas de clients. Alors, le propriétaire ou le locataire, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup, je vous dirais même plus de locataires qui sont actifs là, sur Airbnb que de propriétaires, donc pour louer des logements à des touristes. Oui. Beaucoup vont se dire, oui, effectivement, c'est peut-être mieux que de perdre des revenus pour l'année, c'est peut-être mieux de les louer, de les ramener sur le marché résidentiel. Il faut comprendre que le marché résidentiel locatif veut dire que si le locataire entre, vous ne pourrez pas le sortir l'année prochaine, là, vous ne pourrez pas vous remettre à faire de l'hébergement touristique. Le locataire a le droit au maintien dans les lieux. Oui. L'autre chose qui vient donc, vous avez cette décision à prendre. Est-ce que j'attends de voir si l'industrie touristique, l'activité touristique va reprendre l'an prochain, mais je perds un an de revenus de loyer ou je remets le logement sur le marché résidentiel. L'autre élément très important à considérer, c'est que depuis le 1er mai, il est interdit d'afficher une annonce de logement destiné à une location à des touristes, donc une location de 31 jours ou moins, à moins d'avoir inscrit sur cette annonce un numéro d'enregistrement. Et ce numéro d'enregistrement, je pense que les gens le savent, là, est lié à l'obligation que ce soit votre résidence principale. Donc, vous ne pouvez pas avoir, si vous êtes locataire, vous avez 4-5 baux, vous ne pouvez pas avoir 4-5 résidences principales. Si vous êtes propriétaire, vous avez un siplex bien situé dans un lieu touristique, vous ne pouvez pas louer 6 logements. Vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes pas, ce ne sont pas vos 6 résidences principales. Donc, si vous voulez continuer à héberger des gens à des fins touristiques, vous voulez utiliser vos logements,
il faut vous procurer une attestation en bonne et due forme auprès de la Corporation de l'industrie touristique. Il y a des frais, il y a des évaluations, ça prend l'autorisation municipale, beaucoup plus complexe. Donc, si vous voulez louer votre résidence principale, ça, rien ne change. Il y aura, je pense, une cinquantaine de dollars à payer. Vous allez l'obtenir, ce fameux numéro pour votre annonce. Donc, ça devient beaucoup plus risqué parce que c'est l'Agence du revenu qui va vérifier si le numéro sur l'annonce correspond à la résidence principale de la personne qui annonce. Alors, peut-être certains se sont dit, bien, en plus que l'industrie touristique vient de s'écrouler, peut-être que ça devient risqué aussi de maintenir mon activité, donc aussi bien retourner sur le marché résidentiel locatif à long terme. Exact. On a une question de Kevin Lavoie qui nous demande, cette semaine, j'ai vu dans le journal aussi que l'Université de Montréal a décidé de convertir les formations en classe, les convertir en virtuel, parce qu'à l'Université de Montréal, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, de l'Europe, des États-Unis pour suivre des formations, l'Université McGill aussi, et ils ont décidé de convertir ça en virtuel. Est-ce que tu penses avoir un impact sur le marché étudiant près des universités et des cégeps? Oui, ça va avoir un impact pour plusieurs. En fait, la crise a toutes sortes d'impacts, mais c'est certain que si ça en est un, là, qu'effectivement les gens pourront suivre des cours à distance. L'autre étant qu'en période de COVID-19, probablement qu'il y a moins d'étudiants étrangers qui ont envie d'aller vivre ailleurs. Les jeunes aussi, ça va être quand même assez préoccupant, l'emploi, même les emplois d'été. Beaucoup comptent sur leur revenu d'emploi d'été pour payer le loyer et faire des économies. Ça va devenir plus difficile. Donc, il est possible qu'on ait plus de colocs pour un même logement. Au lieu d'avoir un logement que j'occupe seul, je me trouve un coloc. Donc, la demande pourrait être moins forte. Alors, effectivement, c'est un facteur. On a aussi des logements qui sont meublés qui étaient loués à des compagnies, donc des entreprises qui en ont besoin, qui ont besoin d'un certain nombre de logements pour des travailleurs qui viennent de l'étranger ou leurs propres travailleurs à Montréal, à Québec ou dans d'autres villes. Ces entreprises-là, devant diminuer leurs activités, réduire leurs dépenses, dans bien des cas, n'ont pas renouvelé les baux. Donc, il y a des logements qui se libèrent. On verra pour le marché étudiant, mais je pense que oui, ça va avoir un impact. La demande a été très forte dans les dernières années, a comblé une bonne partie de l'offre aussi, ce qui fait qu'on a une rareté de logements. Disons que le mois de septembre sera très intéressant de voir comment les choses vont évoluer et on aura le taux d'inoccupation en octobre observé par la SCHL qui va nous révéler l'ampleur de la situation. Excellent. On a Manon qui pose une question. Mon audience a eu lieu avant la crise. Je suis à 3 mois depuis l'audience, mais pas encore de décision rendue. Est-ce normal que les régisseurs ne travaillent pas de chez eux? Non, ce n'est pas normal. Je pense que des décisions, je dis que ce n'est pas normal, dans le fond, ce n'est pas acceptable. Il n'y a pas de raison de ne pas travailler dans des situations où ça peut être fait à distance et je pense que des décisions peuvent être rendues. Donc, c'est une question effectivement qu'on devrait adresser à la Régie du logement. Les décisions, normalement, doivent être rendues en l'espace de 3 mois. Alors, si pour des raisons qui seraient, selon moi, inexplicables, il n'y a pas de délibération, il n'y a pas de rédaction à distance de décision. En plus, on va ajouter des délais aussi pour l'exécution du jugement, du fait que vous avez une audience, mais là, vous avez aussi, une fois que vous avez une décision, il y a un délai d'appel aussi qui court pour le défendeur. Donc, on reporte aussi le délai d'appel. En fait, tout est reporté en cascade. Ce n'est pas acceptable. Alors, oui, vous avez le droit d'obtenir une décision en 3 mois. On peut comprendre que dans les circonstances, il y a eu une certaine paralysie au mois de mars, avril, mais là, écoutez, je ne peux pas comprendre que les délibérations ne pourraient pas avoir lieu présentement. Excellent. N'oubliez pas, si vous avez... On va poser votre question. On va la poser. Oui. Ah, c'est une bonne question. Allez-y. Bonne question. Elle vient de Mana Sama Hana. Parfait. Excellent. Très bien. Moïse, j'ai un locataire qui s'est trouvé un coloc pour pouvoir payer son loyer. Quelle disposition devrais-je à l'égard de ce coloc? Je n'ai aucune information sur le coloc. Bien, est-ce que c'est une cohabitation ou est-ce que c'est une colocation? Ce n'est pas la même chose. Donc, est-ce que le coloc va habiter les lieux, mais je veux dire, il n'y a pas de lien juridique avec lui, ou est-ce qu'il va figurer au bail? Il y a toujours des avantages et des inconvénients. Si vous avez
des colocataires inscrits au bail, vous avez l'avantage d'avoir une plus grande protection, pour autant que vous avez bien indiqué dans le bail qu'ils sont solidairement responsables. Donc, si un ne paie pas sa part de loyer, vous pouvez la réclamer à tous les autres. Donc, vous avez une diversité de possibilités et donc, c'est plus rassurant en termes de paiement du loyer. Par contre, il y en a d'autres qui disent, ben moi, j'en veux pas des colocs parce que plus ils sont nombreux, plus c'est compliqué. Si vous avez un avis de renouvellement, il faut que vous l'envoyiez à 3 personnes au lieu d'une seule. Et qu'une fois que vous l'avez envoyé à un, les 2 autres ne vont pas chercher le courrier recommandé. Quoi, vous pouvez aussi utiliser les courriels certifiés. Hein. On offre un service qui s'appelle ProNotif, la Corpic. C'est très peu cher, c'est instantané. Le locataire ne peut pas nier l'avoir reçu. Vous avez même une preuve de ce qui était joint au courriel, contrairement au courrier recommandé. Donc, il y a des avantages et des inconvénients, mais assurez-vous qu'il soit solidairement responsable et d'aucune façon, vous n'avez à signer un bail ou inclure dans le bail un colocataire si vous jugez que son dossier, par exemple, son dossier de crédit ou financier est inadéquat, ça ne vous donnera rien. Là. Vous n'aurez pas de protection. Juste avant de terminer, je veux te demander le conseil pour les investisseurs présentement. Je veux juste vous rappeler que demain midi, de midi à 13h30, j'ai un webinaire gratuit que je vous offre, comment investir en immobilier en moins de 90 jours. Fait que je passe à travers les techniques qui m'ont permis d'acheter plusieurs immeubles, dont entre autres 250 portes récemment. Et j'ai présentement des offres d'achat qui sont acceptées aussi. Et jeudi soir, on devenir libre financièrement. Comment investir en immobilier? C'est quoi les techniques qu'on peut utiliser pour aller se chercher un revenu supplémentaire? On a une question qui est rentrée de Alexandra Heinz. Ça coûte combien pour être membre de la Corpic? Oui, c'est un tarif qui varie selon le nombre de logements, mais pour moins de 200 on peut être membre si vous avez un triplex, par exemple, ou un duplex. Et c'est un montant qui est déductible d'impôts. Et on en a parlé tantôt aussi, les différents services font en sorte que dans bien des cas, les membres vont même réussir à combler même plus le prix d'adhésion grâce au rabais qu'ils vont obtenir avec la carte Corpic. Donc, on a aussi des offres. Donc, contactez la Corpic. On va pouvoir vous informer quelles sont les offres d'adhésion qui sont en cours et adaptées à vos besoins. Je vous dirais que la majorité de nos membres sont des petits propriétaires. Donc, ça reflète bien le marché locatif du Québec. Excellent. Un conseil en terminant que tu pourrais donner aux investisseurs immobiliers qui nous écoutent présentement? Oui, bien écoutez, moi je pense que plus que jamais, vous allez devoir être vigilant en termes de vérification de dossiers avant de louer un candidat, parce qu'évidemment, avec tout ce qui va se passer, même s'il avait un bon dossier de crédit, un bon emploi, tout est remis en question aujourd'hui. Donc, soyez vigilants avant de louer. Faites l'enquête approfondie, bien sûr. Je vous dirais, évidemment, ça se peut que l'immobilier connaisse un ralentissement au cours de la prochaine année, peut-être plus. On a vu, il y avait eu quand même des situations assez difficiles au cours des années 90 avec des baisses de valeur, mais on ne peut pas s'inquiéter à long terme. Les valeurs augmentent toujours. Et de toute façon, quand on ne vend pas un immeuble, on ne perd rien. Je pense qu'il faut être patient. Qui dit changement dit aussi opportunité. Donc, oui, il y a des difficultés, mais il y a aussi des opportunités. Il faut saisir ces opportunités et flairer les bonnes affaires et aussi les ajustements qui auront lieu dans le marché au niveau de la demande là, des locataires. Il y aura certainement des ajustements. Donc, je pense qu'on va demeurer très confiant pour le futur, même si à court terme, il y a certaines incertitudes. Merci. Merci d'être avec. Merci à vous tous d'être avec moi. Dernière chose en quittant, allez donc donner un peu des cœurs, un peu de j'aime à Heinz, de la job incroyable qu'il a faite avec nous. Partagez partagez qu'est-ce qu'on vient de faire, l'entrevue qu'on vient de faire, partagez-le dans vos réseaux. Je crois que c'est important que les investisseurs immobiliers savent qu'est-ce que la Corpic pense de qu'est-ce qui s'en vient avec la COVID, avec qu'est-ce qu'on a jasé tout au long. Un gros merci, Heinz, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je sais que tu as un horaire très occupé et c'est tellement apprécié d'avoir pu t'avoir dans le réseau ImmoFacile. Je pense que c'est la première fois qu'on t'a en entrevue avec nous autres et ça ne sera pas la dernière fois, je peux te le dire. Merci de votre écoute et on est là pour vous, propriétaires de logement. Consultez notre site corpic.com.
Excellent. Merci beaucoup. Bye, la gang.